ceux qui sont en train d'aider la gente dans cette forfaiture-là sont les détruits de la société. C'est-à-dire, c'est ceux dont la société originellement. Moi, j'ai échangé avec Habib tous les jours, j'échange avec également son époux. Malheureusement, c'est un cas très inquiétant, d'autant plus que sa femme est dans un état avancé et elle pourrait accoucher d'un moment Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'endroit où vous nous regardez. Merci de suivre Reflet Guinée. Nous avons aujourd'hui comme invité Abdoulaye Oumousso, responsable du Front National pour la défense de la Constitution. Nous allons parler du glissement électoral, nous allons parler également de la disparition forcée de ses camarades et des scandales financiers sortis ces derniers temps au sein du gouvernement du Premier ministre Baouri et de Mamadi Doumbouya. Bonjour, Messieurs Sow. Bonjour Tidjane, bonjour à ceux qui regardent Reflet Guinée et qui vous lisent aussi sur les médias pour lesquels vous travaillez. En tant que membre actif du FNDC et acteur de la lutte menée contre le troisième mandat d'Alpha Condé, quelle analyse faites-vous du glissement que nous observons au sein de la transition guinéenne? C'est déplorable parce que on s'attendait à tout après la chute d'Alpha Condé, qu'on retombe dans une nouvelle dictature. D'ailleurs, une dictature plus féroce que celle qu'Alpha Condé avait tenté d'imposer au peuple de Guinée. Malheureusement, la junte militaire qui aurait dû être la solution à cette imposture d'Alpha Condé est devenue elle aussi plus le problème aujourd'hui pour le peuple de Guinée. Et c'est bien déplorable avec toutes les promesses de ne pas retomber dans les travers du passé. Nous sommes aujourd'hui en train de constater malheureusement que le pays est pris en otage par un groupuscule de personnes qui a su former une milice autour de notre armée nationale pour s'imposer avec la force des armes. Et malheureusement, le pays aujourd'hui est livré à la corruption, au détournement des deniers publics, au trafic de drogue et de cocaïne. Et comme vous l'avez annoncé, la transition pour nous est déjà finie. Elle est finie le 31 décembre 2024. Maintenant, on est dans un régime dictatorial qui s'est imposé et par la force des choses, le peuple de Guinée a compris que nous ne pouvons pas continuer ainsi et des actions sont en cours pour que cette situation soit renversée à la faveur du peuple de Guinée pour que seuls les citoyens soient ceux qui choisissent nos dirigeants à travers une élection libre et transparente. Donc, pour résumer, depuis le 31 décembre 2024, les forces vives de Guinée ne reconnaissent plus la junte dirigée par Mamadi Doumbouya aujourd'hui en Guinée et elle se bat pour qu'il y ait une gouvernance civile qui va nous ramener vers l'ordre constitutionnel normal. Des ténors du FNDC qui sont portés disparus depuis le 9 juillet 2024, ce sont vos camarades de cette lutte. Est-ce que ces derniers temps, vous avez eu de ces nouvelles? Il faut rappeler, comme vous l'avez dit, le 9 juillet 2024, Fonike Mange, coordinateur national du FNDC, et Mamadou Biloba, responsable à la mobilisation et des antennes du mouvement. Et depuis lors, nous n'avons pas suffisamment d'informations sur eux. Ce que nous savons, nous connaissons les ravisseurs. Les ravisseurs sont Balassa Amoura et Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire les unités dirigées par Balassa Amoura et les forces spéciales sous le commandement encore de Mamadi Doumbouya, qui sont allés enlever nos amis et nous savons que ce sont eux qui les détiennent. Et de leurs conditions de détention aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Nous avons pu quand même identifier que lors de leur première arrestation, ils ont été déportés au camp de Foteba, c'est-à-dire dans la commune urbaine de Kassa. Hormis ces deux responsables, il y a le cas où la situation du journaliste Marouane Kamara. Aliouba a été condamné 2 ans de prison ferme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui toutes les voies dissonantes sont fermées et qu'est-ce que cela peut vous inspirer en tant qu'acteur de la société civile? Un autre cas aussi inquiétant et qui édifie que notre pays est retombé dans ses travers du passé, c'est ce cas du journaliste Habib Marouane Kamara que vous venez de rappeler. Habib Marouane également a été enlevé par des éléments qui ont été identifiés comme ceux de la gendarmerie. Il avait déjà reçu des menaces un mois auparavant
personnellement, moi j'ai échangé avec Habib tous les jours, j'échange avec également son époux. Il est avéré qu'il a été invité dans un guet-apens qui a été fait comme son épouse et le témoin l'ont expliqué par l'homme d'affaires KPC, qui finalement le rendez-vous a été enlevé par les éléments également de Bala Samoura, de la gendarmerie, aujourd'hui détenu par cela. Malheureusement, c'est un cas très inquiétant, d'autant plus que sa femme est dans un état avancé et elle pourrait accoucher d'un moment à un autre avec tous ses enfants qu'elle a sous la main et avec la situation qu'elle traverse aujourd'hui. Marouane ne mérite pas ce qu'il est en train de subir, d'autant plus que Marouane avait saisi le tribunal de Dixine par une plainte contre X, sachant qu'il y avait des menaces d'enlèvement. Et ce tribunal devrait se saisir de son cas et écouter Bala Samoura et ses hommes pour que Marouane soit amené dans un commissariat de police et qu'il soit mis sous une procédure judiciaire à défaut de le libérer simplement parce que les conditions de son arrestation sont extrajudiciaires. Et nous le souhaitons vivement. Vous avez également parlé de Aliouba. Nous avons suivi ce simulacre de procès qui fait honte davantage à la justice guinéenne, qui montre que la boussole qui était censée diriger la transition a été cassée, a été jetée au fond de l'océan. Malheureusement, cette justice qui aurait dû être cette solution au travers dans notre pays est devenue complice de la dictature de Mamadou Doumbouya et certains magistrats se sont illustrés de façon négative et ça fait honte à la magistrature guinéenne qui aujourd'hui a poussé le pays dans l'abîme. Au-delà de ces personnes que vous avez citées, nous avons le cas de Saïdou Nimangan qui a été enlevé à 2 minutes de la présidente, c'est-à-dire de la présidence, c'est-à-dire à l'hôtel Kaloum. Ce fonctionnaire guinéen, également qui était ex-secrétaire général du ministère des Mines, ont été enlevés par des éléments qui ont été identifiés également par un des témoins qui était sur place, comme des éléments proches de la junte au pouvoir, qui malheureusement aujourd'hui est sans nouvelles. Au-delà de ces personnes civiles, politiques et sociales qui sont connues, il y a beaucoup de militaires et de jeunes militaires qui ont été enlevés dans les unités comme le Bata, comme le GIR et d'autres institutions militaires qui aujourd'hui n'ont pas de nouvelles. Et le cas emblématique des militaires qui ont été enlevés également sont le cas du colonel Billy Vogui, qui a été enlevé également par Bala Samoura devant témoins et qui, malheureusement, c'est le corps qui a été présenté à son époux plusieurs mois après son enlèvement. Et malheureusement, ce corps même qui a été présenté à l'épouse n'a pas encore été rendu et encore confisqué au niveau du camp Samori. Nous ne comprenons pas à quoi joue la junte et on a l'impression qu'on est pris en otage par un gangster qui, par la force des armes, veut imposer un no man's land dans notre pays. Et ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Nous avons souhaité que le pays soit un pays démocratique et vertueux. Et c'est le combat que nous avons mené depuis 2019. Et nous retomber dans des travers plus graves que ceux que nous avons au moment de la dictature de Sékou Touré. Oui, mais certaines estiment qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est champ libre, voir la situation de tous les acteurs de la société civile et les politiques qui sont en exil. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui estiment aujourd'hui qu'il n'y a ni politique, ni acteurs de la société civile et Mamadi Doumbouya seul gère le pays? On devrait plutôt s'inquiéter davantage, d'autant plus que si les voix dissonantes sont éteintes, vous avez oublié peut-être les médias qui ont été fermés, notamment Espace, Dioma et FIM. Et malheureusement, au-delà de ces médias-là, il y avait des journalistes, des médias en ligne également qui ont été boycottés, dont Guinée 360, Guinée Matin, Africa Guinée, Mosaïque par moment, beaucoup d'autres médias, beaucoup d'autres journalistes. Le dernier cas, c'est le cas du site du journaliste d'investigation Abdoulatif Diallo, son site également, avec la complicité de la HAC, et ce qui fait d'ailleurs honte parce que celui qui dirige la HAC là était censé être un exemple pour la presse guinéenne. Malheureusement, il est retombé dans les travers et il s'est révélé être un complice de la dictature et c'est bien dommage. Et cela ne devrait pas réjouir la gente, cela devrait plutôt être triste pour elle. Si c'était une junte militaire, si c'était des militaires avertis et des militaires conscients qui nous dirigeaient, malheureusement c'est des gangs qui nous dirigent et ces gangs-là ne se réjouissent que dans cette situation qui se présente à eux parce que le pays est pris en otage et les fils dignes de Guinée ne se laisseront pas intimider par tout ce qui est en train de se passer et je pense qu'on le dit chez nous souvent, il faut se méfier de l'or qui dort. Alors en Guinée, le président de la transition semble avoir convaincu
plusieurs Guinéens qu'il est l'homme de la situation si l'on se confie aux multiples mouvements de soutien qui voient le jour de loin. Qu'est-ce que cela comment analysez-vous cette situation? La situation est devenue dramatique. Elle est devenue dramatique, d'autant plus que ceux qui sont en train d'aider la gente dans cette forfaiture-là sont les détruits de la société. C'est-à-dire, c'est ceux dont la société ont rejeté, ceux dont la société ont estimé ne sont pas dignes, c'est-à-dire des gens qui ne tiennent pas parole, des gens qui ne respectent pas leurs engagements, des gens qui sont reconnus pour leur lâcheté et notamment leur corruption et également leur manie de pouvoir comment on appelle ça chez nous, renverser leur veste. Vous avez vu ces personnes autour de la gente, ceux qui gravitent autour de la gente aujourd'hui. Ça montre aussi le niveau de ceux qui nous dirigent aujourd'hui en Guinée. Ça montre que nous ne sommes pas dirigés par des personnes qui ont une vision claire de la République, qui ont une vision de ce que doit être un homme d'État. Sinon, cela ne devait pas et ne pouvait pas s'entourer des détruits de la société pour pouvoir faire avancer la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée se dirige vers l'abîme et il faut le déplorer. En dehors de manifestations, est-ce que les forces vives ont d'autres alternatives pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements, notamment celui de rendre le pouvoir aux civils, quelle que soit la date ou l'année? Je pense qu'on n'est plus dans la configuration où on demande aux forces vives d'organiser des manifestations pour pouvoir exiger de la gente un retour à l'ordre constitutionnel. Les forces vives déjà ne reconnaissent plus le pouvoir de la gente depuis le 31 décembre 2024. On est dans une posture désormais de voir quel outil et quel instrument utiliser pour rendre la dignité au peuple de Guinée. Et cela est en train d'être discuté au niveau des forces vives de la Guinée, des forces vives de Guinée. Et je pense que les jours et les mois à venir, nous édifierons de ce que et des dispositions qui sont prises par les forces vives de Guinée pour restaurer la République, pour restaurer l'état de droit dans notre pays, mais pour permettre à la mise en place d'un gouvernement civil qui pourrait ramener le pays vers l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qui pourrait créer des conditions pour que vous et moi et les autres Guinéens puissent choisir leurs dirigeants, parce que seul le peuple est digne de choisir ses dirigeants. Ce n'est pas par les calaches qu'on choisit ses dirigeants. Vous allez me dire que c'est utopique parce que ceux qui sont en face sont armés, parce que ceux qui sont en face s'arment encore davantage, et parce que ceux qui sont en face ont terrorisé les populations. Mais il faut reconnaître qu'au sein de cette milice créée au sein de l'armée, il y a cette armée digne aussi, qui sont au sein de nos populations et qui sont en train d'observer ce qui est en train de se passer. Nous avons parlé tout à l'heure des enlèvements. Ces enlèvements-là ne se font pas seulement au niveau des civils, ça se fait au sein de l'armée. Et cette armée aujourd'hui est exténuée, elle est fatiguée de cette prise en otage par ce groupuscule d'arrivistes au sein de l'armée qui sont en train de prendre en otage le pays. Et on espère que ces dignes fils au sein de cette armée, mais aussi des dignes fils de la Guinée, qui pensent que les Guinéens doivent vivre en harmonie, les Guinéens doivent se couvrir des lois et des textes qu'ils ont votés pour que le pays soit un pays libre, digne et démocratique, vont se mettre ensemble pour libérer le pays. Les forces vives de Guinée avaient exigé la mise en place d'une transition civile dès le 1er janvier 2025. Pourquoi jusqu'à présent, cela n'a pas abouti et on n'a aucune nouvelle? Les forces vives n'ont pas dit qu'ils vont mettre un gouvernement civil dès le 1er janvier 2025. Les forces vives ont plutôt dit qu'ils ne reconnaîtront plus la junte militaire à partir du 31 décembre 2024. Et à partir du 31 décembre 2024, bien avant déjà, les forces vives se préparent à ce qu'il y ait cette alternative crédible en République de Guinée pour permettre les conditions de retour à l'ordre constitutionnel qui va être discuté entre les forces vives de la nation pour qu'il y ait un gouvernement digne et civil qui pourrait être mis en place pour le retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux accords et conventions auxquels la Guinée a souscrit. Depuis le 6 janvier dernier, les forces vives n'ont annoncé aucune action sur le terrain. Est-ce que c'est un recul de tactique ou impuissance face à la junte qui n'hésite pas à réprimer? Bon, disons plutôt que je ne vais pas étaler peut-être la stratégie des forces vives ici à votre caméra ou à votre micro, comme vous le voulez, mais je vous dis que le 6 déjà, il y a eu des manifestations qui ont été organisées
Et il y a des manifestations qui s'organisent un peu partout à travers le monde. Il y en a eu à Paris, il y en a eu ce week-end-là à Bruxelles également. Il y a des manifestations qui se préparent un peu partout et qui se feront et qui vont se faire en Guinée et aussi au niveau des différents représentants, les représentations diplomatiques de la Guinée à travers le monde. Mais au-delà de cela, il y a des alternatives crédibles qui sont en cours, qui vont permettre à ce que le peuple recouvre sa souveraineté et pour que ce pays soit retiré de la main de ces gangsters qui ont pris aujourd'hui en otage le pays. Ouais, depuis le départ de Maître Mohamed Traoré, l'avocat au CNT, il y a des voix qui sortent de partout. Et on a entendu les forces vives réclamer le départ de ces représentants au sein de cet organe. Vous, en tant qu'acteur et en tant que membre des forces vives, qu'en pensez-vous? Il faut d'ailleurs profiter de cette occasion que vous me donnez pour saluer la bravoure et le sens élevé de patriotisme de Maître Mohamed Traoré, l'ancien bâtonnier. Il faut saluer sa bravoure. Il faut reconnaître quand même que l'acte qu'il a posé est un acte symbolique et un acte à saluer. Et en même temps, il faut déplorer aussi l'attitude du barreau de Guinée qui devrait être le sentinelle de la démocratie, de la morale et de l'état de droit dans notre pays, qui, malgré ce acte fort posé par Maître Mohamed Traoré, a su quand même le faire remplacer au sein du CNT. On pense aujourd'hui que le barreau a failli à sa mission, le barreau a failli un peu à ce rôle de gardien des textes de loi, de la morale en plus, et de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas que cet acte bien malheureux du barreau puisse nous faire oublier quand même cet acte fort qui a été posé par Maître Mohamed Traoré. Il faut le saluer. Au-delà de cela, vous avez parlé tantôt de ces appels à démission qui ont été faits par-ci et par-là pour ces gens qui sont au niveau du CNT. Nous pensons que il est évident que les gens puissent prendre leurs responsabilités et qu'ils puissent reconnaître l'acte historique qu'ils doivent poser pour le bien-être des citoyens, mais aussi de la République, mais aussi pour le respect des engagements qu'ils ont pris devant le peuple de Guinée. Que cela soit entendu par l'ensemble des conseillers qui s'accrochent encore à leurs avantages au niveau du CNT, qu'ils comprennent que l'acte que nous posons aujourd'hui, ce sont les actes-là qui nous définissent demain. Récemment, il y a les jeunes de l'Axe sous le leadership de Baba Ali Moubari, l'ancien détenu sous Alpha Condé, ont dit oui au CNRD. Vous, en tant que jeune de l'Axe, comment vous avez regardé ça ou vous avez analysé ça à distance? Je l'ai regardé avec beaucoup de sourire et beaucoup d'aigreur. Beaucoup de sourire parce que l'homme dont vous avez cité Baba Limou est un ancien prisonnier de Alpha Condé. C'est un complice d'un coup d'État que l'actuel Premier ministre Baouri avait organisé contre Alpha Condé à l'époque et lui en 2010. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il choisisse de soutenir, parce que son mentor est Premier ministre aujourd'hui, mais aussi, lui, il est un putschiste dans l'âme. Donc, quand il choisit de soutenir un putschiste, ce n'est pas étonnant de ma part. Mais il faut rappeler que ce n'est que Baba Limou et les billets des banques qui ont réuni certains jeunes un peu partout dans Conakry pour les réunir sur l'acte. Mais vous avez vu que quelques heures après, l'ensemble des organisations et associations de jeunesse sur l'axe ont fait un communiqué et ont rejeté en bloc cette propagande de Baba Lim orchestrée par son mentor Baouri et quelques ministres de la junte au pouvoir. Il faut saluer cette prise de leadership des jeunes de l'axe qui ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à l'état de droit dans notre pays, mais aussi leur détermination à continuer le combat pour honorer ceux qui sont tombés pour la cause juste, pour la démocratie, l'état de droit dans notre pays, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, et qui continue ce combat-là. Parce que l'idéal de tout jeune de l'Axe, comme vous le savez, vous l'avez été, et je le suis également, parce que c'est notre cercle, c'est là où nous sommes, c'est là où nous avons grandi, et nous connaissons comment les choses fonctionnent sur cette partie du territoire de la République, et notre attachement à la justice et notre rejet de l'injustice
nous savons que nous ne pouvons pas nous allier à des putschistes, encore moins à ceux qui aujourd'hui sont en train de piller notre pays. Nous avons vu ces derniers temps des scandales, des détournements des deniers publics au sein des institutions républicaines. On a parlé de détournement de 4 tonnes d'or provenant de la maison de la Banque centrale et les opérateurs économiques et miniers. En tant que lanceur d'alerte, comment vous avez entendu parler de ces détournements et est-ce que vous avez fait cas dans votre structure? Oui, évidemment, nous avons... D'ailleurs, il faut rappeler que ce scandale d'or au niveau de la Banque centrale a été commenté et révélé en partie par moi et Babila Keita, qui est journaliste à Espace. Et évidemment, nous avons fait une émission, peut-être que vous pouvez la trouver sur YouTube, où nous avons parlé de ce cas d'or avec des éléments factuels que nous avons mis à la disposition des gens. Et nous avons même révélé que quelqu'un était arrêté dans ce cas d'or qui s'appelle Yacoub Ayoub, qui est un Mauritanien d'origine, qui a acquis sa nationalité par décret de Mamadi Doumbouya, une nationalité guinéenne, qui aujourd'hui est en prison à la maison centrale de Conakry. Nous l'avons expliqué, nous avons expliqué tout le cheminement, nous avons rappelé l'implication du gouverneur de la Banque centrale dans ce détournement de l'or, mais nous avons aussi parlé de ce Tidjane Koïta, qui était également celui par qui tout cela est arrivé. Nous avons aussi révélé le cheminement de cette société que Yacoub utilisait également pour faire transférer l'or de la Guinée dans cette banque au niveau de ce pays. Donc, disons-nous la vérité que l'épilogue n'est pas encore terminé parce que c'est plus que 4 tonnes d'or en réalité. Et il faut rappeler que ce 4 tonnes d'or-là, 3 tonnes et demi de ce or-là est revenu encore en Guinée. Donc, il ne reste que un demi-tonne qui n'est pas encore revenu en Guinée. Mais au-delà de ce scandale de 4 tonnes d'or, il y a un autre scandale de 12 tonnes qui est encore dans les filets. Nous sommes davantage en train d'enquêter aussi là-dessus et peut-être les mois à venir, on saura davantage. Il y a beaucoup de scandales, il y a énormément de scandales. Il y a du scandale un peu partout au niveau des impôts, il y a des scandales au niveau, on l'a parlé tantôt de la Banque centrale, au niveau du Trésor, au niveau de la douane. Et ce scandale au niveau de la douane aussi, il faut le rappeler qu'il y a certains ministres qui sont impliqués dans ce scandale au niveau de la douane et qui travaillent avec certains cambis et peut-être que dans les prochains jours, si quand même les enquêtes sont sérieuses, on pourra relever. Malheureusement, les enquêtes ne peuvent pas être sérieuses avec le CNRD parce que la plupart d'entre eux sont complices de ceux qui sont en train de détourner. Les gens ne sont arrêtés que quand ils ne donnent pas la part des membres de la junte ou des civils qui gravitent autour de la junte. Et le cas édifiant est celui de ces 4 tonnes d'or pour revenir là-dessus. Vous avez vu que le gouverneur a été libéré, il a repris service, et Tidjane Koïta également a été libéré, c'est-à-dire ils ont essayé de régler à l'amiable, alors qu'on parle quand même de l'or de la République, on parle quand même des ressources de notre pays, nous appartenant nous tous. Il faut le rappeler aussi, il est évident de faire l'expertise des 3 tonnes et demie qui ont été ramenées en Guinée. Est-ce que c'est l'or guinéen? Parce que les qualités d'or aussi diffèrent. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cela. Il faut que peut-être que les enquêtes continuent là-dessus, mais il ne faut pas espérer avec le CNRD, d'autant plus que dès que c'est un de leurs proches, ça se règle à l'amiable. Et dès qu'ils n'ont pas leur part, les personnes sont enfermées au niveau de la maison centrale. Ne vous étonnez pas également que le directeur de l'OGP, l'ex-directeur Mandia Sidibé aussi soit libéré, parce que les tractations sont en cours pour le faire libérer. Au-delà de lui, il y a beaucoup d'autres qui vont être aussi libérés. Il faut rappeler le scandale de la SONAP au niveau du DG de la SONAP, Doumbouya, l'autre Doumbouya aussi à la RPT, qui est dans un autre scandale. Et il faut rappeler aussi celui du patrimoine bâti. Celui du patrimoine bâti déjà est édifiant parce que en réalité c'est un détournement dans un détournement, c'est-à-dire c'est un détournement
euh, de l'argent qui a été détourné par les Amara Kamara, par les Bala Samoura, par Mamadi Doumbouya lui-même, pour que ce DG de patrimoine bâti les aide à acquérir des patrimoines au niveau de la Guinée, mais au niveau de la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans certains pays de la sous-région. Malheureusement, le deal n'a pas marché comme ça se devait. Il est parti. Aujourd'hui, c'est pas sa famille qui est en sécurité en Guinée, et on fait toute la pression sur sa famille pour qu'il puisse revenir et qu'il puisse régler ça à l'amiable. Il y a beaucoup de choses qui impliquent la gente aujourd'hui, qui se gèrent comme ça se gère dans un gangster, comme si on vivait dans un état narco, où le chef de la bande décide de qui protéger et qui anéantir. La dernière question, c'est le départ des 3 pays membres de la CEDEAO, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Désormais, la CEDEAO compte 12 pays. Certaines estiment que la CEDEAO, non seulement elle est affaiblie, mais elle est aussi sous la pression de la France et de l'Union européenne pour éviter que la Guinée aussi bouge pour rejoindre l'AES. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, sur ce point, moi, j'ai deux opinions peut-être un peu contradictoires, mais qui, à mon avis, sont pertinentes, en fait. Parce que la première opinion que j'ai de cette friction qu'il y a eu entre la CEDEAO et ses États de l'AES, c'est l'incapacité de la CEDEAO de pouvoir affirmer son leadership. C'est-à-dire, quand je parle de la CEDEAO, je parle de la CEDEAO politique, d'ailleurs, parce que les traités et conventions de la CEDEAO interdisent les coups d'État, et généralement, quand il y a coup d'État, normalement, dans six mois, les États devraient organiser des élections. Je pense que le leadership a manqué à la CEDEAO de pouvoir imposer un peu ces textes et conventions qui ont été signés. Et hélas, malheureusement, ces États ont vu cette faille, ils ont vu la fragilité de cette institution, ils en ont profité, ils ont créé leur AES. Mais il faut le rappeler que ce n'est pas au bénéfice des citoyens, c'est vraiment au bénéfice de ces jeunes-là et des nouveaux partenaires que ces jeunes-là sont en train de se créer eux-mêmes. Et il faut le déplorer. Et l'autre analyse que j'ai par rapport à ce retrait de ces États-là, comme je le disais tantôt, ce n'est pas au bénéfice des populations. Malheureusement, nous sommes le 29 aujourd'hui et la CEDEAO a décidé d'y rester à l'écoute pour que les choses puissent s'améliorer. Mais je ne vois pas l'horizon s'éclaircir dans cette situation où là, les États de l'AES ont décidé de prendre leur destin entre griffes en main avec les nouveaux partenaires qu'ils ont. Et je ne les vois pas revenir de sitôt au sein de la CEDEAO. Et cela les arrange parce que ça permet de créer cette situation de conflit-là et qui permet pas aux populations de penser aujourd'hui à ce que ces pays-là soient des pays démocratiques ou que des élections soient organisées dans ces pays-là parce qu'on argue que ce sont des pays en guerre et on va rester dans cette situation conflictuelle-là et les militaires vont rester au pouvoir autant qu'ils veulent. Et à un moment donné, la CEDEAO va être résolue de faire appliquer les lois de la CEDEAO, c'est-à-dire après avoir fait la transition, parce que ces pays-là sont en train de faire la transition du retrait des passeports de la CEDEAO pour avoir un passeport de l'AES. Et je pense que dès qu'ils auront les passeports de l'AES, même la voie ouverte que la CEDEAO les a donnée aujourd'hui pour que les passeports qu'ils ont puissent encore continuer à fonctionner dans l'espace CEDEAO, ces passeports-là ne pourront pas fonctionner si les passeports-là deviennent des passeports AES. Et ça sera très difficile pour ces populations-là qui sont des populations frères, qui sont des populations voisines, et ça va impacter le commerce dans la sous-région. Et les étapes à venir des États de l'AES, et de ce que j'ai comme information avec certains anciens ministres de ces pays, certains acteurs de la société civile de ces pays-là, la prochaine étape sera le retrait de ces États-là de l'UEMOA également, parce que la zone économique qui les lie, il y a beaucoup d'États de la CEDEAO aussi dans l'UEMOA, et pourquoi pas abandonner le franc CFA, parce que pour eux, leur malheur, c'est la France. Malheureusement, les malheurs dans nos pays, on cherche des boucs émissaires, alors que les vrais malheurs dans notre pays, ce sont les élites qui nous dirigent et qui refusent de s'assumer et de respecter les lois de nos pays. Si vous avez un mot de la fin, je vous laisse.
C'est de saluer les Guinéens et de reconnaître la dignité de la plupart d'entre eux qui refusent jusque-là, malgré les avances, malgré les dons, malgré les largesses que la junte est en train d'offrir aujourd'hui, de refuser de tomber sous cette tentation, de refuser de s'allier à cette bande de narcos, de continuer à défendre des valeurs de démocratie et de justice et de continuer à se battre pour que la Guinée renoue avec l'ordre constitutionnel, pour que la Guinée soit un pays démocratique, libre et stable, et pour que nous amorcions un développement harmonieux dans le respect des textes et des lois et conventions que nous avons souscrites, mais aussi des constitutions que nous nous sommes données nous-mêmes pour que notre pays pour que la loi soit la chose la plus forte dans nos pays au-dessus des hommes. Et j'espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, avec l'aide de Dieu et avec la bravoure de chacun d'entre nous, notre pays sera libre et notre pays va recouvrer sa souveraineté parce qu'elle est encore confisquée par cette bande de criminels et de narcos qui aujourd'hui continue à prendre en otage notre pays. Merci beaucoup, M. Sow. Merci.